Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation intitulé Tester son idée d'innovation. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval et je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Donc chez LMT, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et les projets d'innovation des entreprises. Et notre valeur, en fait, ce que l'on apporte au projet des entreprises, ça va être des méthodes, des outils différents qu'on va pouvoir mobiliser en fonction des besoins et de la typologie de projet des entreprises pour les accompagner dans la réflexion et la mise en place de ces projets. Et donc, pour diffuser les méthodes et les outils que nous utilisons dans nos accompagnements, nous vous proposons tous les deuxièmes mardis du mois une matinée de l'innovation qui a lieu en présentiel ou comme ce matin, un webinaire de l'innovation. Et donc ce matin, lors de ce webinaire, nous allons parler de tests, de comment tester une idée, un projet d'innovation. Et donc avant de commencer cette présentation, j'ai une question à vous poser. Quand je vous dis test, vous pensez à quoi? À votre avis, de quoi on parle quand on parle de tester, une idée ou un projet, d'innovation? Je vous invite à compléter, en tout cas à répondre à ce petit sondage, dans la fenêtre qui s'est ouverte normalement, dans Teams. Alors, on a une notion de pertinence avec le marché, notion de faisabilité, donc tester, la faisabilité d'un projet. Alors, notion de projet final, de faire des tests, de travailler l'adéquation. Donc, on avait le mot pertinence, maintenant on a le mot adéquation. Il y a la notion de miniature. C'est peut-être la partie maquette que vous voyez derrière ce mot miniature. En tout cas, une version plus limitée de ce qu'on imagine faire. Tester une version limitée de ce qu'on imagine faire. Hop, on a cette notion de POC. Donc POC, preuve de concept d'un projet. La notion de client. Tout à l'heure, on avait le marché. Là, c'est la notion de client. Donc, c'est dans la même thématique, mais c'est un angle différent, une échelle différente. Super, bah, merci beaucoup pour ces réponses. Donc en effet, il peut y avoir plusieurs façons de tester un projet d'innovation, plusieurs choses à regarder quand on veut tester son projet d'innovation. Et surtout, il y a plusieurs questions à se poser, plusieurs questions auxquelles il va falloir trouver des réponses. Et ces différentes questions, je vous propose de les balayer pendant ce webinaire. Et donc, la première question à se poser, c'est celle de pourquoi, pour quelles raisons tester son idée d'innovation, pourquoi ne pas y aller directement. La première raison que l'on peut se donner, c'est que tester son projet d'innovation, ça va permettre d'optimiser ses chances de succès. En effet, quand on va tester, là, vous le disiez un petit peu dans le sondage, on va chercher à valider le marché, on va chercher à comprendre finement quels sont les besoins et les attentes de notre clientèle cible, donc des personnes qui constituent votre cible de clientèle. Et donc de faire ces tests, ça va vous permettre d'adapter et d'affiner votre idée, votre projet, d'ajuster les fonctionnalités de votre solution en fonction des retours de ces tests. Deuxième avantage de mener une démarche de test, ça va être de pouvoir minimiser les risques. En faisant des tests, vous allez pouvoir réduire l'incertitude qui existe autour de votre projet d'innovation en validant les hypothèses, qu'elles soient sur le marché, sur votre produit. Vous allez pouvoir valider les hypothèses sur lesquelles se base votre solution. Et en faisant ces tests, en validant vos hypothèses, vous allez pouvoir identifier d'éventuels problèmes, d'éventuels obstacles à venir, et vous allez pouvoir les anticiper ou modeler votre projet pour anticiper ces problèmes. Et donc, vous allez augmenter enfin, en tout cas, vous allez minimiser les risques qu'il y a sur votre projet. Et donc, en faisant ça, ça va vous permettre d'éviter des investissements inutiles et surtout de gaspiller des ressources, que ce soit des ressources en temps, en argent, en énergie, pour s'assurer que votre idée répond à un besoin réel avant de commencer les développements. Et enfin, troisième avantage, troisième raison, que je voulais partager, avec vous ce matin, c'est celui de la différenciation à la concurrence.
Parce qu'en fait, en mettant en place une habitude de test, une habitude à écouter le marché, à demander des retours réguliers du marché de vos clients, vous allez prendre cette habitude de tester et d'itérer rapidement et vous allez gagner en réactivité face aux évolutions du marché parce que vous allez pouvoir déjà vous en rendre compte plus tôt que vos concurrents qui n'auraient pas cette habitude. Et puis du coup, vous allez prendre l'habitude de savoir réagir très vite, de savoir ajuster votre offre, vos produits, vos solutions ou votre organisation et vous allez prendre l'habitude de prendre de l'avance sur la concurrence et donc ça va permettre de différencier votre entreprise, différencier votre projet. Donc maintenant que l'on sait pourquoi tester, va se poser la question de comment tester son idée d'innovation et surtout avec quel état d'esprit tester votre projet d'innovation. Et cet état d'esprit, il va avoir trois grandes facettes à regarder. Et donc, je parle d'état d'esprit parce que bien plus que des méthodes et des outils, entrer dans une phase de test, c'est adopter une façon de voir les choses, c'est adopter un état d'esprit. Et donc, cet état d'esprit qui a trois facettes, la première, ça va être celui de la recherche de la confrontation rapide avec le client ou la cliente. Dans une démarche de test, il faut chercher à apprendre le plus possible et surtout le plus vite possible et donc à avoir le retour de l'utilisateur ou de l'utilisatrice le plus vite possible. Donc en gros, c'est pas attendre que d'avoir quelque chose de beau. On parlait de miniature tout à l'heure là dans le sondage. L'objectif, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, même quand on n'a rien à montrer. Pouvoir aller questionner, tester l'appétence du marché pour votre produit, le fonctionnement, etc., pour avoir des retours qualitatifs rapidement. Deuxième facette de cet état d'esprit, ça va être celle de la recherche d'une utilisation optimale des ressources. Quand on est dans une phase de test, et d'autant plus quand on est sur une entreprise qui démarre, mais c'est vrai aussi hein, pour les entreprises qui ont déjà de l'existence, euh, chaque euro investi dans votre démarche de test doit vous permettre d'en apprendre un maximum sur votre projet. Il est possible que certaines expérimentations que vous allez avoir à mettre en place coûtent un peu d'argent, coûtent un peu de temps. Il faut se poser la question de, à chaque fois que je mets un petit peu d'argent, il faut que j'optimise ce que je vais pouvoir apprendre. Et notamment quand on a plusieurs options pour tester, quand on a plusieurs idées de test à mettre en place, on regardera toujours enfin, en tout cas, le rapport entre ce que nous coûtera l'expérimentation et ce qu'on espère pouvoir apprendre de cette expérimentation, de ce que l'apprentissage que va nous apporter cette expérimentation. Et enfin, troisième facette de cet état d'esprit, ça va être celui d'accepter d'évoluer dans l'incertitude. En innovation, hein, en général, on sait plus ou moins où on aimerait aller, mais on ne sait pas toujours où est-ce qu'on... Enfin, on sait même sûr qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Il faut partir du principe qu'on ne sait rien. Donc, on part en quête d'en apprendre plus. Donc, il ne faut pas présupposer du résultat qu'on obtiendra. Et il faut faire en sorte que chaque expérimentation nous permette de monter une marche dans cet escalier brumeux. Mais on ne devra pas supposer de ce qu'il y a derrière le brouillard. Il faut y aller petit à petit. La question suivante à se poser lorsque l'on souhaite tester une idée d'innovation, c'est la question du qui. Donc, qui est concerné par ces tests et qui doit mener les tests. Donc, tout d'abord, la première personne qui est importante, ça va être la personne qui porte le projet. Donc, que cette personne, elle soit indépendante, par exemple en démarche de création d'entreprise, ou qu'elle appartienne à une entreprise qui est déjà existante, il y a cette notion de quelqu'un, de la personne qui va porter le projet. Ensuite, si cette personne, elle fait partie d'une entreprise, on peut imaginer que d'autres personnes de l'entreprise soient associées au projet, des membres de l'équipe innovation s'il y en a une, du bureau d'études, le service marketing, etc. Ou tout autre représentant des services, des différents services de l'entreprise qui peut apporter ses compétences au projet. Et donc, s'il manque des compétences en interne ou quand on démarre, hein, quand on est tout seul, il y a la possibilité aussi de faire appel à des compétences externes. Voilà, il y a peut-être certaines choses qui peuvent être délégables ou on peut s'appuyer sur les compétences d'autres personnes, par exemple en faisant appel à un cabinet spécialisé ou à des laboratoires ou à des labos.
Et donc, dans tous les cas, quand vous allez constituer votre équipe, en tout cas, quand vous allez solliciter des personnes autour de vous pour mener cette démarche de test, il va être primordial de veiller à la pluridisciplinarité de votre équipe, qui est donc cette équipe qui va tester et mener le projet. Et donc cette équipe projet, en plus des 3 fondamentaux d'état d'esprit que je vous mentionnais tout à l'heure, ou en tout cas toutes les personnes que vous allez solliciter pour vous accompagner, pour vous aider dans cette démarche de test, va y avoir 5 grands comportements qu'il va falloir rechercher chez ces personnes. Le premier comportement, c'est d'être centré sur le client ou la cliente. Je vous le disais tout à l'heure, hein, on cherche la concentration du client, on veut apprendre de ses clients. Donc il faut vraiment être focus, centré sur le client ou la cliente. Ensuite, le deuxième état d'esprit, enfin en tout cas comportement, ça va être la motivation par l'expérimentation. Donc voilà, il faut être motivé par le fait de tester des trucs, de faire des expériences. Ensuite, il faut accepter de remettre en cause les présupposés. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça, ou c'est pas parce que tout le monde a toujours fait comme ça, qu'il faut ne pas remettre en doute, remettre en question ces choses-là. Donc voilà, il faut accepter de remettre en cause les présupposés. Ensuite, il faut être confortable avec l'approche itérative, donc le fait d'apprendre pas à pas. C'est l'image de l'escalier tout à l'heure. Voilà, à chaque étape, on apprend. À chaque étape, finalement, on re-challenge tout ce que l'on a déjà appris. Et enfin, 5e comportement, ça va être d'accepter d'être influencé par les résultats que l'on obtient. Donc, et au fur et à mesure, à chaque fois, à remodeler son projet. À m'écouter, on peut penser qu'il faut une grosse équipe là, dès le départ, pour tester et valider son projet, mais pas forcément et surtout pas dès le début. Pour savoir combien de personnes mobiliser autour de vous, il faut bien avoir en tête que, l'objectif de votre démarche de test, c'est de progresser dans le projet. Et donc de le faire évoluer ce projet pour réduire l'incertitude qui existe autour de sa réussite, donc voilà, pour réduire le risque que vous allez prendre. Et donc au démarrage, comme il y a beaucoup d'incertitudes, il faut faire en sorte de ne pas trop engager de monde, donc d'une part pour ne pas trop dépenser de temps et d'énergie, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi et surtout pour éviter de dissiper les efforts. Au démarrage, plus on est, plus on a des avis différents qui vont peut-être inviter à prendre des directions différentes. Et donc, au démarrage d'un projet, ça peut être compliqué si on dissipe les efforts sur plusieurs options comme cela. Mais après, au fur et à mesure du projet, quand l'incertitude réduit petit à petit, on va pouvoir faire grossir l'équipe pour pouvoir mobiliser les compétences complémentaires au fur et à mesure où on en a besoin et pour permettre d'avancer concrètement dans le projet. Sachant qu'il y a quand même un lien de cause à effet entre le nombre de personnes impliquées et la vitesse de progression dans votre projet. Donc il y a un équilibre à trouver entre le risque que l'on prend à mobiliser du temps et des ressources et les apprentissages, la progression que cela nous apporte dans le temps. Maintenant que l'on sait, qui va mener, les tests, va se poser la question de quand. Donc quand, à quelles étapes de développement, mener, ces tests. D'abord, il y a au stade de l'idée, donc avant le lancement des travaux, au stade de concept, vous allez pouvoir, tester, votre idée pour valider, le besoin, marché, l'appétence du marché pour, la solution, que l'on imagine. C'est un peu ce que l'on appelle le market fit ou, l'adéquation, hein. Quelqu'un mentionnait l'adéquation dans le petit sondage, de démarrage. Donc l'adéquation entre le marché et la solution, que l'on imagine. Ensuite, il y a toute l'étape de développement de votre projet. Donc, c'est aussi un moment où il faut continuer toujours, à tester. Donc là, on va pas forcément tester les mêmes choses, hein. On peut continuer à tester, le besoin, le marché, mais on va pouvoir commencer petit à petit à entrer dans le cœur de la solution, à définir quelles sont les fonctionnalités, essentielles, que cette solution, doit, avoir pour répondre aux besoins du marché. Et puis aussi, on va commencer à envisager, à tester, les différents modèles économiques qui sont possibles pour la commercialisation de votre solution. Et puis, quand le développement est terminé, c'est pas parce que votre produit est sur le marché qu'il faut pas continuer à avoir cet état d'esprit de test. Parce qu'une fois que le produit est mis sur le marché, il y a aussi des retours de clients. Donc là, c'est plus seulement des usagers potentiels, c'est des retours de clients que vous allez commencer à avoir et vous allez pouvoir affiner
les fonctionnalités de votre solution. Vous allez pouvoir challenger les usages que les gens en ont vraiment. Et puis, vous allez pouvoir continuer à expérimenter plusieurs modèles économiques. Vous allez pouvoir itérer en fonction des apprentissages pour faire évoluer, pour adapter, pour affiner votre projet. Donc maintenant que l'on sait, quand, tester, son projet d'innovation, il va être le temps de se demander, quoi finalement? Qu'est-ce qu'on veut tester? Qu'est-ce qu'on doit tester? Et tout d'abord, quelle idée tester? Sur quel concept, est-ce que l'on souhaite, travailler? Donc un travail de définition de son idée va être nécessaire. Donc voilà, qu'est-ce que j'imagine du fonctionnement de mon idée? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui selon moi est nécessaire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je dois savoir avant de me lancer, dans la démarche de test? Et donc pour ce webinaire, je vous propose un exemple que je vais prendre en fil rouge, sur, la durée de ma présentation. Voilà, donc par exemple, je vous partage un peu cette idée, de pouvoir proposer un outil qui va être, dédié à faciliter l'achat-revente de vélos d'occasion, entre particuliers. Donc voilà, ça c'est mon idée de départ. J'ai une idée, mais sa formalisation, elle est pas encore assez claire pour me lancer, dans des tests. Voilà, notamment parce que voilà, je sais pas, voilà, quelle solution encore, vers quelle solution aller. À votre avis, là, je vais vous poser une petite question, dans le chat. À quoi pourrait ressembler cet outil? Quelle solution, pourrait-il y avoir derrière cette proposition de valeur? Ah, application, donc j'imagine l'application web ou mobile. OK. Est-ce que vous voyez une plateforme en ligne, une plateforme de mise en relation? Alors, un outil dans un magasin de vente de vélos. J'ai l'impression plutôt un magasin physique, donc une installation dans le magasin qui va permettre de favoriser ça. OK. Des annonces avec un outil de discussion pour favoriser la mise en relation. OK. Des QR codes sur les lieux de passage, chemin de halage, piste cyclable. Ouais, OK. Donc là, on voit que, bah, vous êtes en train de proposer différents types, de solutions. Donc il y a plusieurs façons de répondre à ma question. On peut imaginer plein de solutions, différentes. Et donc il va me falloir, voilà, moi si je veux commencer des tests sur ma solution, il va falloir que je définisse, plus finement, ce que je pense, de mon idée, l'état actuel des connaissances que j'ai sur cette idée. Et pour cela, on va pouvoir s'appuyer sur certains outils, comme par exemple une fiche idée, ou un outil qui s'appelle le Lean Canvas. Donc le Lean Canvas, c'est une matrice en 9 cases, qui va permettre d'écrire, une première version, de notre idée. Et surtout, c'est un outil qui va être évolutif. On va pouvoir faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième version, de cet outil pour pouvoir, le faire évoluer en fonction des apprentissages, que l'on a. Et puis surtout, comme ça, on va pouvoir garder une trace de où on est parti et par quelles étapes, on est passé. Donc là, pour la V1 de mon idée, donc je vais d'abord pouvoir inscrire ma proposition de valeur, au cœur du canvas, donc faciliter et sécuriser l'achat-revente de vélos, entre particuliers. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'un des premiers comportements à adopter dans une phase de test, c'est d'être centré sur le client. Donc, les 2 prochaines cases à compléter vont concerner mon client, donc avec d'abord à droite, là où les cibles que j'imagine viser, avec ma solution. Donc là, ici, il y a les cyclistes que j'ai appelés du dimanche. C'est un peu, celles et ceux qui utilisent leur vélo, pour les loisirs, en famille, ou entre amis. Et puis une deuxième cible que j'ai appelée les cyclistes urbains et urbaines. Donc là, c'est plutôt ceux qui vont utiliser le vélo pour leur trajet, domicile-travail. Sachant qu'on peut être à la fois dans les 2 cibles, hein, il n'y a pas du tout d'opposition entre ces 2 cibles. Et donc mon idée, elle va se baser sur, un problème que j'imagine que que ces cibles rencontrent. Et donc le problème, il va être dans la case tout à gauche, du canvas. Hem, J'imagine qu'en fait, ces cibles aujourd'hui, elles ont la volonté, d'acheter d'occasion, mais qu'il existe une peur de l'arnaque un peu, dans la vente et l'achat-revente entre particuliers, de produits, d'occasion. Et donc l'alternative que j'ai observée qui existe, aujourd'hui, pour répondre à ce problème, c'est voilà, Le Bon Coin. Donc c'est une alternative, qui existe. J'aurais pu ajouter, les petites annonces, voilà, et cetera. Mais en tout cas, c'est la principale, moi, que j'ai identifiée.
Ensuite, l'étape suivante, ça va être de dire comment concrètement je compte résoudre le problème de mes cibles. Et donc là, ça va être la case solution qui vient de s'afficher à gauche là. Alors moi, du coup, j'imagine pour l'instant mettre en place une plateforme digitale, donc du coup de mise en relation et de vente entre particuliers. Et qu'en fait, pour réduire la peur de l'arnaque, j'imagine que sur cette plateforme, on puisse être mis en relation avec un atelier cycle qui va réviser et réparer les vélos avant la transaction. Et donc pour ça, je pense m'appuyer sur un réseau de magasins cycle partenaires pour ce concept. Et donc là, je les ai inscrits dans la partie canaux de communication et de distribution de ma solution. Et puis enfin, vient la question du modèle d'affaires. Comment est-ce que j'imagine capter de la valeur avec cette idée? Alors, je connais encore peu de choses hein, sur comment ça va se passer, mais j'imagine pouvoir prélever des commissions sur les transactions et sur les prestations de services réalisées grâce à ma plateforme. Donc là, vous voyez, on a une overview un peu plus précise de quelle est la solution que j'imagine mettre sur le marché. On sait à qui elle s'adresse et on sait à quel problème elle va répondre. Donc je sais à présent ce que je veux tester. Je dois maintenant me demander qu'est-ce que je dois tester dans mon idée. Est-ce qu'il faut que je teste tout de suite toute l'idée ou voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux... Est-ce qu'il y a des étapes à faire? Donc l'un des fondamentaux de l'état d'esprit, c'est la confrontation rapide avec le client. Vu que là, vu mon projet, c'est quand même le développement d'une plateforme web avec la mise en place d'un réseau de magasins de cycle partenaires, ça va être compliqué de développer et puis après de tester. Donc il va y avoir quelques étapes à passer avant d'arriver à la validation de mon idée de plateforme. Et donc pour cela, il va d'abord falloir que je me demande quelles sont les incertitudes que j'ai sur mon projet, quelles sont les hypothèses que j'ai besoin de valider pour m'assurer de la faisabilité de mon idée. Et donc, pour répondre à ces questions, il va y avoir en tête 3 focus qu'il va falloir avoir pour valider mon idée. Donc, le premier focus, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le besoin. À quel problème je réponds et du coup, quel marché répond, enfin, en tout cas, quel marché rencontre ce problème. Ensuite, le deuxième focus, c'est le focus solution. Donc, quelle fonctionnalité, qu'est-ce que j'apporte à mes cibles de clientèle pour répondre à leurs problématiques. Et enfin, le troisième focus à avoir, ça va être celui sur le modèle économique. Donc, une fois que j'ai mis ma solution sur le marché, comment est-ce que je capte la valeur? Comment est-ce que je me rémunère? Et comment est-ce que je fais que mon projet est viable? Donc, si je reviens sur mon idée de plateforme, on va de nouveau faire une question dans le chat. Quelles sont les incertitudes que j'ai, voilà, que l'on peut avoir sur la faisabilité de mon idée? Alors, quelle est la fréquence du besoin? Ouais, à quelle fréquence on a besoin d'acheter un vélo? Quels sont les canaux d'information des utilisateurs du vélo? Donc, quels outils ils utilisent et à quels outils ils ont accès? Donc, savoir un peu quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs comportements actuels. Alors, il y a cette incertitude de est-ce que je vais générer suffisamment de bénéfices pour rémunérer mes magasins cycle partenaires, tout en permettant un prix de vente raisonnable pour l'acheteur? Là, on est plutôt dans l'ordre du modèle économique. Et est-ce que les gens sont prêts à changer leurs habitudes? Est-ce qu'ils ont des habitudes d'ailleurs sur ce sujet-là? Ok, donc là, on voit qu'il y a pas mal d'incertitudes que vous levez, en tout cas des questions que vous posez sur la faisabilité de mon projet. Et vous avez bien fait l'exercice. Il y a à la fois des incertitudes sur le besoin, sur le marché, des incertitudes sur la solution et des incertitudes sur le modèle économique. Hop. Alors, en effet, enfin, en tout cas, moi, celle que j'avais préparée en exemple pour vous montrer un peu, pour illustrer ces 3 focus à avoir. La première incertitude que j'avais, donc elle était sur le besoin, c'est est-ce que mes cibles sont intéressées par l'occasion? Voilà, est-ce que vraiment mes cibles veulent acheter des vélos d'occasion? Ensuite, ma deuxième incertitude, elle est sur la solution. Donc, c'est est-ce que les magasins qui disposent d'un atelier cycle seraient intéressés par ce service complémentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresserait? Et enfin, mon troisième exemple, là, c'est plutôt sur le modèle économique en lui-même. Est-ce que mes cibles, donc là, plutôt mes usagers, hein, mes segments de clientèle, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour la mise en relation? Donc voilà, pour être mis en relation avec un autre particulier qui vend son vélo ou qui achète son vélo. Et aussi, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour mes prestations de services, là, de révision et de réparation de leur cycle?
Donc vous voyez, on va pouvoir formuler des incertitudes sur chacun des 3 focus de test, le besoin, la solution et le modèle d'affaires. Et à cette étape de la démarche, il va falloir faire la liste, essayer d'être le plus exhaustif possible dans la liste des incertitudes que l'on peut avoir sur toutes les hypothèses sur lesquelles se base, la réussite du projet. Et c'est de toute cette liste d'incertitudes que l'on va pouvoir baser, enfin en tout cas définir la suite de notre démarche. Donc maintenant qu'on a notre idée et qu'on a identifié les hypothèses à valider, il va se poser la question de comment. Comment est-ce qu'on va tester ces incertitudes, ces hypothèses, avec quels outils et quelles méthodes. Et donc, quand on se lance dans une démarche de test, il y a quelques règles à respecter. La première, ça va être de démarrer vite avec le moins de coûts possible. En gros, je ne vais pas attendre d'avoir développé ma plateforme et d'avoir monté des partenariats avec mes magasins de sites pour tester mon idée. Ici, on va retrouver la courbe de tout à l'heure pour montrer que le niveau de dépense que l'on fait doit être inversement proportionnel aux incertitudes que l'on a. Donc, il y a cette notion de prise de risque. Tant que l'incertitude est trop grande, on évite de prendre trop de risques. Et donc, la seconde règle, pour réduire les incertitudes, il est conseillé de réaliser plusieurs tests sur une même hypothèse pour améliorer petit à petit la fiabilité de la preuve que l'on obtiendra. On pourra commencer par des tests rapides et peu engageants qui donc vont nous apporter un début de preuve, une petite preuve, mais une preuve quand même. Et puis déjà, avec cette petite preuve, une fois qu'on l'a eue, on va pouvoir enchaîner avec peut-être un test plus engageant qui pourra nous confirmer notre première preuve et qui celle-ci sera plus forte. Ensuite, autre règle, ça va avec l'utilisation optimale des ressources dont je vous disais tout à l'heure. À contraintes et ressources nécessaires égales, on choisira toujours l'expérience qui va nous fournir la preuve la plus solide. Rapport au gain de temps, à la nécessité vraiment d'optimiser. Chaque euro dépensé doit nous permettre d'en apprendre le plus. Et enfin, quatrième chose à avoir en tête, c'est que on va chercher à réduire au maximum l'incertitude avant de construire quoi que ce soit. Donc avant de coder la première ligne, de code de ma plateforme, je vais vraiment chercher à réduire au maximum l'incertitude autour de la faisabilité de cette idée. Donc là, on commence à le comprendre, c'est pas un seul test que je vais avoir besoin de réaliser, mais une succession de tests et des tests de plus en plus poussés que je vais devoir mener pour valider mon idée de projet. Et donc pour ces tests qui vont mener soit sur le besoin, la solution ou le modèle d'affaires de mon projet, je vais devoir suivre ce que l'on appelle la boucle d'itération. Donc je vais d'abord construire un test que je vais réaliser et dont je vais mesurer les résultats. Et ces résultats vont me permettre d'apprendre des choses sur mon projet, vont me permettre de lever des incertitudes. Et puis, je vais devoir construire le test suivant pour lever une nouvelle incertitude, etc., jusqu'à ce que le niveau d'incertitude soit suffisamment bas pour se dire que c'est le moment de se lancer. Et donc, ces tests, comment les sélectionner? Comment est-ce que je choisis finalement le premier test et puis le test suivant que j'ai à faire? Donc pour cela, il y a plusieurs choses à identifier. Va d'abord y avoir à identifier c'est de quel type d'incertitude dont on parle, celle que vous voulez commencer à lever. Est-ce que c'est une hypothèse sur le besoin, la solution ou le modèle économique de votre solution? Donc il faut savoir qu'il y a certaines techniques de test qui sont particulièrement pertinentes pour un focus ou l'autre, et d'autres qui vont nous permettre d'en traiter plusieurs en même temps. Mais dans tous les cas, il est important de bien qualifier l'hypothèse que l'on souhaite valider. Ensuite, deuxième dimension à regarder, ça va être le niveau de l'incertitude que vous avez sur cette hypothèse. Pour cela, il va falloir se demander de quelles preuves vous disposez déjà. S'il n'y a aucune preuve encore, on va devoir faire un test de découverte. Et si vous avez déjà quelques preuves, si vous avez déjà commencé à collecter quelques preuves sur cette hypothèse, vous allez pouvoir passer à un test de validation. Donc les tests de découverte, ils vont vous permettre de découvrir si vos hypothèses de base sont vraies. Et elles vont permettre d'apprendre rapidement si la trajectoire que vous imaginez dans votre projet est la bonne et pour pouvoir l'ajuster, la rectifier si nécessaire. Et donc, une fois que vous avez validé que la trajectoire est bonne, enfin en tout cas découvert que la trajectoire est bonne, vous allez pouvoir mener un test de validation qui va soit être de plus grande envergure ou qui va être plus engageant, qui va vous permettre de valider avec une preuve solide que la direction que vous prenez est bonne. Parmi les tests de découverte que vous allez pouvoir faire, en tout cas, il y a plusieurs
catégories. Il y a plusieurs grandes catégories que l'on peut définir. Une première catégorie de tests plutôt d'exploration. Donc, c'est là qu'on va retrouver un peu tous les entretiens qualitatifs, les questionnaires de découverte que l'on va pouvoir mener. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les tests d'analyse de données. Donc là, si on va aller par exemple regarder les tendances de recherche, voilà, dans les moteurs de recherche, quels sont les mots-clés les plus utilisés autour de notre domaine. Si on a déjà un site internet, d'aller regarder le trafic web, sur quelle page les gens vont le plus, d'aller regarder les forums. Donc là, l'idée, c'est d'aller analyser des données qui existent à droite, à gauche, dont vous allez pouvoir bénéficier pour apprendre sur votre projet. Ensuite, il va y avoir les tests qu'on appelle d'éveil d'intérêt. Donc là, ça va être des typologies de tests, par exemple comme des publicités ou des campagnes mail ou sur les réseaux sociaux, où on va aller pouvoir analyser le taux de clic. Voilà, combien de pourcentage de personnes ont cliqué sur mon lien. Et donc là, ça éveille l'intérêt sur voilà, mon sujet de vente des vélos d'occasion. Voilà, combien de personnes ont cliqué sur acheter pour son vélo d'occasion. Quatrième catégorie, c'est celle des prototypes à discuter. Donc là, on n'est pas encore aux phases de quelque chose qui est fonctionnel, mais on a plutôt un storyboard ou une brochure de ce que pourrait être mon service ou mon produit. Et puis, on va échanger autour de cet objet pour avoir des premiers retours de nos cibles de clientèle. Et puis, cinquième grande catégorie des expériences de découverte, ça va être tout ce qu'on appelle l'analyse de priorité. Donc voilà, quelles sont les fonctionnalités essentielles, quelles sont les fonctionnalités secondaires. Et donc là, il y a plein de techniques de facilitation qui permettent d'analyser ça. Et donc, pour les expériences-là de validation, il y a également différents types d'expériences. Il y a les premiers, donc les prototypes à interaction. Donc, on n'est pas encore tout à fait dans un produit fonctionnel, mais ça commence à simuler le fonctionnement de votre solution. S'il y a par exemple les maquettes ClickCab pour un site internet ou le fameux MVP, donc Minimum Viable Product, que l'on peut créer pour faire réagir, pour faire interagir et voir comment l'utilisateur l'utilise. Ensuite, il va y avoir les tests dits d'appel à l'action. Donc bon, là, c'est pas seulement le taux de clic qu'on va regarder, c'est on va regarder combien de personnes laissent son adresse mail sur ma landing page, combien de personnes achètent, précommandent mon produit sur ma plateforme sur ma campagne de crowdfunding. Voilà. Donc là, on va plutôt regarder l'engagement que les gens font, en tout cas l'action qu'ils font suite à nos tests. Et puis, troisième grande catégorie de tests de validation, c'est tout ce qui va être des tests de simulation. Donc, par exemple, on va pouvoir simuler dans une boutique éphémère le fonctionnement d'un produit, le fonctionnement d'un service, où on va demander à rédiger des lettres d'intention de clients potentiels pour avoir une preuve solide de oui, je suis prêt à me lancer. Vous avez peut-être besoin du coup d'un petit peu plus de concret pour avoir des exemples. Si on revient sur mon exemple, là, donc mon idée d'avoir une plateforme digitale de mise en relation entre particuliers pour l'achat-revente de vélos d'occasion, ma première incertitude, elle concernait le besoin de ma cible, à savoir est-ce que mes cibles, donc à la fois les cyclistes loisirs et les cyclistes domicile-travail, est-ce que ces cibles sont vraiment intéressés par l'achat de vélos d'occasion? À votre avis, quel test est-ce que l'on pourrait mener là? Donc, je vais commencer à vous faire un petit panel de ce qui peut exister. À votre avis, voilà, quel test vous pourriez me proposer pour lever cette première incertitude? Alors, un questionnaire sur LinkedIn, ouais, donc un questionnaire un peu quanti, on peut apparenter les questionnaires LinkedIn à un questionnaire quanti, ouais, pour avoir un taux de retour de êtes-vous intéressé par un vélo d'occasion? Oui, non. Donc, mener des interviews de personnes qui sont dans la cible, donc aller rencontrer des gens qui vont soit qui font du vélo pour le loisir ou qui vont au travail en vélo, aller les interroger. Lors d'un événement, par exemple, aussi lié au vélo, aller interroger les gens, demander aux cyclistes dans la rue. Faire une étude quanti sur la cible des utilisateurs occasionnels de vélo. OK. Super. Donc là, vous êtes dans la partie, ce que j'appelais la catégorie d'exploration, des techniques d'exploration. OK, super. Bah, merci beaucoup pour ces idées. Donc, en préparant le webinaire, j'ai fait l'exercice, j'ai fait ce même exercice et voici la démarche
que j'ai imaginé et que j'aurais envie de mener, sachant que bien sûr, en fonction des apprentissages à chaque étape qui sont faits tout au long de la démarche, finalement, elle est amenée à évoluer cette démarche. Donc là, c'est un peu, on va dire, le plan A que j'imagine. Et puis en fonction des apprentissages, on peut imaginer que voilà, je fasse des variations pour m'adapter. Mais dans tous les cas, j'imaginais au début faire une analyse des tendances de recherche sur le web. Donc du coup, c'est d'aller regarder grâce à des outils d'analyse un peu, par exemple, il y a Google Trends qui existe, d'aller regarder voilà, à quelle fréquence le mot-clé vélo d'occasion est tapé dans Google, par exemple. Ensuite, comme vous le proposiez, j'imaginais faire des entretiens qualitatifs. Donc, par exemple, en allant sur le halage à Laval pour aller rencontrer des gens qui font du vélo, qui utilisent leur vélo, et puis bah, voilà, aller les questionner sur où est-ce qu'elles ont acheté leur vélo, si elles ont essayé d'acheter d'occasion, comment, voilà, un peu discuter sur les problèmes rencontrés. Et puis, une fois que j'aurai fait ces premiers entretiens qualitatifs, que j'aurai des premiers retours, je peux imaginer coupler ça avec un questionnaire de découverte. Donc là, c'est un questionnaire qui se veut quantitatif, mais qu'avec des questions ouvertes que je peux diffuser sur les réseaux sociaux, dans mon réseau, pour confirmer les apprentissages des entretiens qualitatifs que j'aurai menés. Donc là, ici, on est plutôt sur des tests de découverte. Et donc là, l'objectif, c'est de découvrir si oui ou non, l'occasion est un centre d'intérêt de mes cibles quand elles souhaitent acheter un nouveau vélo. Et donc, une fois que j'ai découvert, on pourrait imaginer qu'après ces 3 étapes, c'est oui, il y a un intérêt. Il faudrait que je valide cet intérêt, que je valide ma preuve. Et donc là, je pourrais imaginer créer un peu une situation d'immersion dans une situation réelle. Et là, je pourrais aller acheter moi-même un vélo sur le Bon Coin pour pouvoir vivre les problématiques de l'acheteur, de l'acheteuse et échanger avec des vendeurs, vendeuses de vélos. Et puis après, revendre ce même vélo pour vivre cette fois les problématiques du vendeur ou de la vendeuse et d'échanger avec d'autres acheteurs, d'autres acheteuses. Donc là, j'aurais validé qu'il y a un frein ou en tout cas qu'il y a des problématiques autour de l'achat-revente de vélos d'occasion. Passons maintenant à mon incertitude numéro 3, à savoir si mes cibles, elles sont vraiment prêtes à payer pour les services de révision, réparation du vélo. Comme tout à l'heure, est-ce que vous avez des idées de tests en particulier que je pourrais mener pour m'assurer que bah, mes cibles sont prêtes à payer pour ces services de révision, réparation? Alors, on me propose de faire une fausse annonce sur le Bon Coin. Voilà, annonce, je vous propose de réviser ou de réparer votre vélo. Puis on regarde un peu le nombre de personnes qui m'appellent. Proposer des préventes. Ouais. Un benchmark du coût d'entretien. Hein, donc savoir, est-ce que, voilà, questionner les gens, est-ce qu'aujourd'hui, comment vous entretenez votre vélo? Est-ce que vous faites appel à des professionnels? Combien ça vous coûte? Aller rencontrer les magasins de réparation pour connaître leurs cibles. Ouais, donc là, les cycles qui font, enfin, les magasins de cycles qui font de la réparation, savoir est-ce que du coup mes cibles vont chez ces partenaires. Ok, super intéressant. Donc moi, j'imaginais commencer par une étape d'entretien qualitatif. Donc ça ressemble beaucoup à ce que je faisais tout à l'heure pour mon incertitude numéro 1. Donc là, on pourrait imaginer que je couple ce même test pour échanger sur mes 2 hypothèses. Donc en plus de savoir où les gens ont acheté leur vélo, je pourrais en plus leur demander, leur poser des questions sur leurs habitudes. Voilà, comment est-ce que vous entretenez votre vélo? Est-ce que vous faites appel à des professionnels pour l'entretien de votre vélo, etc. Donc ça pourrait être un moyen de coupler un peu mes efforts pour avoir des infos sur les 2 cibles. Ensuite, dans un deuxième temps, donc là, je pourrais imaginer donc un test, là, c'est un test d'appel, enfin, en tout cas, d'éveil de l'intérêt. Je pourrais imaginer faire une campagne sur les réseaux sociaux. Donc voilà, acheter des pubs sur les réseaux sociaux qui promeut un service de révision, réparation de vélos d'occasion. Et que cette campagne, elle redirige vers une landing page, donc une landing page ou page d'atterrissage, si vous voulez traduire en français. Ce serait de faire une campagne de com sur l'existence de ce service et qui amène vers une page où donc on ne peut pas encore acheter le service parce qu'il n'est pas encore disponible, mais par contre on propose aux gens de s'inscrire sur une liste d'attente et pour cela les personnes doivent laisser leur adresse mail et donc c'est ça qu'on appelle éveil de l'intérêt
onglet acte d'engagement, on va pouvoir regarder le nombre de personnes qui arrivent sur notre site internet et le comparer au nombre de personnes qui laissent leur adresse email. Donc là, tout à l'heure, on parlait de taux de clic. Là, ici, ça va être un taux d'engagement que l'on va regarder. Et puis, ce que l'on peut imaginer, donc là, on va valider avec cette, si je m'arrête là, on valide le fait que les gens sont intéressés par un service de révision, mais on ne sait pas encore s'ils vont être prêts à payer pour ce service de révision. Et donc là, on pourrait coupler avec ce qu'on appelle un A/B testing, c'est que on peut imaginer rediriger 50% des clics vers une page qui ne mentionne aucun prix, puis on regarde combien de pourcents nous laissent leur adresse mail, et rediriger les 50 autres pourcents vers une page qui, elle, va mentionner un coût de ce service de révision et regarder le taux de personnes qui laissent leur adresse mail. Et donc, ça va nous permettre de comparer finalement et de savoir est-ce que les gens sont prêts à payer pour cette solution. Donc là, on est toujours dans la phase de découverte. Là, c'est des tests de découverte autour de mon hypothèse. Et puis, on peut imaginer que si mon A/B testing est concluant et que je me rends compte que suffisamment de gens sont prêts à payer, on va pouvoir aller sur un test de validation. Et donc, par exemple, on peut faire une boutique éphémère, donc d'aller trouver un magasin de cycle et lui proposer d'organiser un événement un peu dépôt-vente de vélos d'occasion par des particuliers, avec proposition sur place de faire une révision ou une réparation du vélo au moment de l'achat, sans mentionner de prix à ce moment-là. Donc, ça va valider si oui ou non les gens sont intéressés par la révision. Et puis, quand on leur rend leur vélo, leur proposer de payer un peu le montant souhaité, un peu comme les pourboires, en fait, un pot à pourboire qu'on laisserait. Et donc, pour voir un peu combien de personnes laissent de l'argent, et du coup, les personnes qui laissent de l'argent, combien elles laissent en moyenne. Et donc là, ça permettrait de valider le fait que les gens sont prêts à sortir le porte-monnaie pour ce service de révision-réparation. Donc là, en fait, vous voyez que pour ces deux incertitudes-là que j'ai choisi de traiter avec vous ce matin, il y a des choses qui peuvent se recouper. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant de bien faire son travail de réflexion en amont sur quelles sont mes hypothèses, quelles sont mes incertitudes, pour pouvoir faire un plan de test, une séquence de tests qui puisse, ou en tout cas optimiser chaque test pour en apprendre le plus possible. Donc là, on était sur l'étape un peu du comment. Comment est-ce que je teste concrètement mon idée? Et donc, il y a un petit quelque chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure. On a parlé du qui, qui doit mener les tests. Il faut maintenant se demander auprès de qui mener les tests, qui doit tester mon idée. Et donc là, je vais avoir une seule réponse à vous apporter. C'est auprès des gens qui font partie de votre cible. Donc, il va falloir trouver des gens qui sont dans votre cible et qui vont pour faire tester votre solution. Et donc là, ici, il va y avoir quelques petites erreurs à éviter dans la sélection des personnes qui vont tester votre solution. Ça va être d'abord l'entourage, parce qu'il y a ce qu'on appelle le biais de sympathie. Voilà, les gens de votre entourage, normalement, s'ils font partie de votre entourage, et d'autant plus s'ils acceptent de participer à votre test, c'est des gens qui vous aiment bien, et donc ils vont vouloir vous aider, et ils vont peut-être pas être suffisamment francs ou sincères dans leur retour, en tout cas, parce qu'ils vont vouloir vous faire plaisir. Donc là, c'est un des premiers pièges à éviter, c'est de tester uniquement avec l'entourage. Le deuxième piège à éviter, ça va être de tester auprès de trop de personnes qui ne sont pas dans votre cible. Alors, ça peut être intéressant en phase de découverte, de ne pas trop fermer vos tests à que des personnes qui sont dans votre cible, parce que ça peut vous permettre d'apprendre d'autres choses sur d'autres sujets et d'ouvrir votre réflexion. Mais en phase de validation, si les personnes qui testent ne sont pas 100% dans votre cible, il y a une risque de preuve qui ne va pas être assez forte. Et enfin, le troisième piège à éviter, c'est de tester plusieurs cibles dans un même test sans savoir qui appartient à quelle cible. Quand vous faites un test, quand vous avez plusieurs cibles, un peu moi comme dans mon exemple, il va être important même si je teste à la fois, voilà, par exemple, quand je vais sur le halage, je vais à la fois rencontrer des gens qui vont au travail et je vais à la fois rencontrer des gens qui font du vélo pour les loisirs. Donc, je peux questionner les deux sans souci. Mais dans tous les cas, il faut que je sache qui m'a dit quoi
et donc qui a dit quoi et surtout qui faisait partie de quelle cible. Donc là, c'est important de pouvoir tracer qui appartient à quelle cible. Donc si je reviens un peu sur l'exemple du questionnaire LinkedIn tout à l'heure, ça peut être intéressant en phase de découverte, mais ça ne pourrait pas être un test de validation parce que sur LinkedIn, voilà, c'est juste je clique sur un oui, je clique sur un non, mais les personnes, je ne sais pas, est-ce qu'elles utilisent aujourd'hui leur vélo, et dans quel cadre elles utilisent leur vélo, donc je ne serais pas capable de savoir de quelle cible elles viennent. Donc c'est plutôt en phase de découverte, ce serait intéressant, mais pas en phase de validation. Et donc, pour définir votre cible, les habitués de ces webinaires vont connaître, mais donc je vais vous proposer un outil qui est l'outil du persona. Donc, qu'est-ce que c'est que le persona? Le persona, ça va être un personnage fictif qui va modéliser, qui va représenter de par ses caractéristiques, ses comportements. Donc, ce persona va représenter votre segment de clientèle. Donc, c'est un outil qui a pour objet de porter la parole de l'usager pendant toute votre démarche pour être sûr de ne pas oublier pour qui vous faites les choses. Donc, dans l'idéal, c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire dès le début, là, au moment où vous complétez votre ligne Canvas, là, que vous commencez à écrire les cibles de clientèle. Vous pourriez utiliser l'outil du persona pour préciser les cibles de clientèle. Donc, le persona, c'est une donnée qualitative, hein. Ce n'est pas un résultat statistique de qui sont aujourd'hui vos clients. Il peut y avoir des comportements très différents, il peut y avoir des personnalités très différentes dans une même cible de clientèle. Et donc, c'est pour ça qu'on va chercher à dessiner 4 à 6 personas par segment de clientèle pour être sûr de n'oublier aucun type de comportement ou de personnalité. Quitte après à réduire, hein, si finalement on se rend compte que nos personas sont redondants, mais dans tous les cas, c'est intéressant de faire ce travail de divergence au démarrage. Et donc, par exemple, voilà, je vous présente Cécile, qui est un des personas que j'avais conçu avec une entreprise que j'ai accompagnée. Donc, Cécile, elle a 40 ans et elle est avocate associée dans un cabinet lavallois. Et donc, il se trouve qu'elle habite également à Laval et que depuis peu, elle s'est mise au vélo pour se rendre au cabinet. Donc là, c'est plutôt sa situation à Cécile. Et après, voilà, elle a certaines motivations, certaines aspirations dans la vie. Et donc, ce persona, cet outil du persona, va nous permettre d'aller regarder un peu quels sont les éléments enfin, quels sont ses comportements, quels sont ses besoins et ses attentes. Par exemple, on voit que voilà, elle aime prendre soin de sa santé, elle cherche à vivre, elle aimerait vivre plus sainement, de manière plus éco-responsable. Et puis, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller vite. Voilà, il faut que ça fonctionne du premier coup. Donc là, on a un premier persona que l'on pourrait dessiner pour mon projet de plateforme, mais on pourrait en imaginer, voilà, il y en aurait beaucoup d'autres à imaginer si on voulait être exhaustif sur cet exercice. Et donc, une fois qu'on a bien défini qui sont nos cibles, il va être important pendant les tests que l'on mène, de pouvoir identifier qui appartient à quelle cible et du coup, quel retour m'apprend quoi sur quelle cible. Par exemple, tout à l'heure, là, on proposait de faire des entretiens qualitatifs. Il va être important, dans l'introduction de la rencontre physique, pour savoir qui vous avez en face de vous, d'identifier 2-3 questions qui vont vous permettre très facilement d'identifier si la personne qui est en face de vous est cycliste occasionnelle ou pas, et dans quel cadre elle fait du vélo. Ou alors, si vous partez plutôt sur voilà, faire un questionnaire en ligne, un questionnaire quanti, ça va être d'ajouter les fameuses questions sur l'âge, les catégories socio-professionnelles, la localisation, etc., que l'on met en fin de questionnaire. Alors attention, de bien poser uniquement les questions qui sont pertinentes pour définir votre cible. Si l'âge n'est pas un critère dans votre solution, par exemple, ça ne sert à rien de le demander, hein, ça peut des fois être vécu comme intrusif. Quelques idées que je voulais vous partager pour trouver vos testeurs et vos testeuses. Ça peut être, si vous avez déjà des clients, ça va être de les solliciter. Donc, par exemple, voilà, vos clients fidèles ou vos clients, les clients qui viennent d'arriver, en tout cas, voilà, de les solliciter, de leur proposer de participer à vos tests. Ça peut être de faire un appel sur vos réseaux sociaux ou de publier un article sur le site de votre entreprise, un peu un appel à manifestation d'intérêt pour tester votre idée, votre solution. Voilà, on peut aussi communiquer par mail à son réseau, à ses partenaires. En fonction des cibles que vous cherchez à atteindre, peut-être qu'il existe des groupes de consommateurs pertinents à solliciter ou des panélistes qui peuvent vous aider à construire un panel de tests.
Vous pouvez imaginer aussi utiliser des publicités payantes, hein. Voilà, par exemple, tout à l'heure, on parlait de campagnes sur les réseaux sociaux pour faire atterrir sur une landing page. Là, vous n'avez pas forcément besoin d'aller recruter individuellement chaque testeur, chaque testeuse. Donc voilà, on peut utiliser ce genre d'outils pour être sûr que des gens arrivent sur votre communication. Même si c'est à utiliser avec précaution, vous pouvez au moins solliciter votre entourage pour leur demander s'ils connaissent pas quelqu'un qui ressemble à votre type de clientèle. Et puis, petit clin d'œil, vous pouvez aussi adhérer à Laval Mayenne Technopole pour profiter de la communauté des entrepreneurs de LMT. Voilà, on diffuse régulièrement des appels à contribution pour des entrepreneurs qui cherchent à tester leurs solutions. Euh, Donc, on commence à avoir fait un peu le tour de mes questions, mais il va en rester une et pas des moindres, c'est la question de combien. Donc, combien de tests je dois réaliser pour valider mon idée? Et c'est un peu la question à 1 million qu'on se pose ici. Je ne vais pas avoir de réponse très précise, très chiffrée à vous donner. Par contre, je vais pouvoir vous présenter un peu les pièges à éviter. Et donc, ça va vous donner quelques notions sur combien de tests mener. Le premier piège, ça va être de collecter uniquement des preuves dites faibles. Donc des preuves enfin en tout cas des données qui vont pas être très fiables. Donc par exemple, ça va être juste de mesurer ce que disent les gens et pas ce que les gens font. Parce que c'est plus facile de demander, enfin si vous demandez à quelqu'un est-ce que tu serais prêt à payer pour mon service de révision, c'est plus facile d'obtenir un oui que d'obtenir à ce que la personne sorte réellement son porte-monnaie pour nous donner de l'argent pour payer le service de révision. Donc là, quelques conseils, c'est de ne jamais croire les gens sur parole, mais vraiment jamais, quoi. C'est toujours de coupler avec des expériences qui vont inclure un appel à l'action. Donc, c'était par exemple tout à l'heure, laisser son adresse email, laisser un petit billet dans le pot en sortant du test dans le magasin. Et il va falloir chercher à générer des preuves qui sont les plus proches possibles de la situation réelle que vous souhaitez tester. Ensuite, le deuxième piège à éviter, c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. C'est de croire seulement les preuves qui confirment nos hypothèses, donc de les accueillir sans les critiquer, et puis les preuves qui vont finalement aller un peu à l'encontre de ce qu'on imaginait au démarrage, on va dire non, mais c'est une preuve faible, ça, ou voilà, c'est pas la majorité. Donc là, le conseil à donner, ça va être d'impliquer plusieurs personnes dans l'analyse des données, des personnes qui sont peut-être un petit peu plus loin, enfin qui sont moins attachées à votre projet que vous, pour avoir différents points de vue sur cette analyse des résultats. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de créer des hypothèses contradictoires et d'aller tester chacune de ces hypothèses contradictoires pour challenger vos croyances. Et enfin, le troisième piège à éviter, c'est de ne pas faire suffisamment de tests. Et c'est surtout en fait de conduire une seule expérience sur vos hypothèses majeures. Dans toutes les hypothèses que vous allez définir, il va y avoir vraiment les hypothèses sur lesquelles se base votre solution, et puis les autres hypothèses qui sont peut-être un petit peu plus accessoires, vraiment sur celles qui sont sur le cœur de votre solution, de votre idée. Faire une seule expérience, ça peut être risqué en fait. Parce qu'on peut, enfin, voilà, on peut imaginer qu'une expérience soit biaisée, même si vous y apportez toute la rigueur qu'il faut. Voilà, on sait jamais en fait ce qui peut arriver. Donc là, le conseil, c'est de multiplier les expériences lorsqu'il s'agit de tester vos hypothèses majeures. Donc, je ne vous ai pas donné de chiffres, c'est un petit peu frustrant. Je peux quand même essayer de vous donner un ordre d'idée sur la technique des entretiens qualitatifs là, que l'on peut mener notamment en phase de découverte. Souvent, on peut lire, on peut entendre que lorsqu'on a réalisé nos 5 premiers entretiens qualitatifs avec des personnes qui correspondent exactement à notre cible, hein, si on a des personnes qui sont hors cible, il faut les enlever de ces 5. Donc, il faut vraiment compter que les personnes qui sont vraiment dans notre cible. Donc, quand on a réalisé ces 5 premiers entretiens, si lors du 6e entretien que l'on organise avec quelqu'un qui est dans notre cible, si à ce moment-là, on a l'impression de ne rien avoir appris de nouveau, c'est peut-être qu'on a assez fait d'entretiens qualitatifs. Donc, il y a toujours cette notion d'apprentissage, en fait. L'idée, c'est un peu de continuer tant qu'on peut continuer, tant qu'on a l'impression d'apprendre des choses, il faut continuer. Et puis, au moment où on se dit, tiens, bah là, j'ai rien appris de nouveau par rapport à tous les tests que j'ai déjà faits, c'est peut-être que ce test-là, il est temps de le clore, d'analyser les résultats et de passer au test suivant.
Donc voilà, on vient de faire le tour un peu de cette matrice, de cette carte mentale de questionnement que je voulais vous proposer ce matin pour traiter le sujet de tester son idée d'innovation. Je suis un petit peu en retard sur le timing, je suis désolée, mais je vais quand même vous faire un petit récapitulatif là, de tout ce que je viens de vous dire. Euh, donc, tester une idée d'innovation, c'est avant tout adopter un état d'esprit. Et donc, pour cet état d'esprit, il y a trois fondamentaux clés. Le premier, c'est de se confronter le plus rapidement possible avec le client ou la cliente, d'optimiser les ressources que l'on engage dans cette phase de test et d'accepter d'évoluer dans l'incertitude. Tester, c'est aussi faire appel à des méthodes et des outils qui vont nous permettre de définir un projet, donc un projet qui va apporter de la valeur, et ça va permettre de se poser la question de quelle différenciation on apporte sur le marché et comment est-ce qu'on répond aux problématiques réelles de nos cibles de clientèle. Et puis enfin, quand on teste, il y a trois focus à bien garder en tête. Le besoin ou le problème que l'on souhaite adresser, et donc du coup les cibles qui rencontrent ce besoin, ces problèmes, la solution, donc la proposition de valeur que vous allez faire à cette cible, et puis enfin le modèle d'affaires, donc comment est-ce que vous allez capter de la valeur auprès de votre type de clientèle. Donc voilà un peu pour tout le contenu que je voulais vous délivrer ce matin. Pour aller plus loin, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je vous enverrai le support de présentation avec mes coordonnées. Donc, je suis bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions complémentaires. Et donc, avant de passer à la petite phase de questions-réponses, je vous propose tout de suite la prochaine date de notre programme des matinées webinaires de l'innovation. Donc, on fait une petite pause au mois d'août. J'espère une pause bien méritée après le travail de toute cette année. Et on se retrouvera le mardi 10 septembre pour un webinaire qui sera animé par ma collègue Sandrine Hélène Trouillard, sur finalement la prospective et les nouvelles technologies, comment s'en inspirer pour innover, comment s'en inspirer pour nos propres projets d'innovation. Donc les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. N'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Pas de questions? Bah super. Bah en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. J'espère que ce webinaire vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours dans notre questionnaire de satisfaction. Je vais vous souhaiter un excellent été, ou en tout cas une pause estivale, parce qu'on ne peut pas dire que l'été est présent ce matin. Mais dans tous les cas, je vais vous souhaiter un très bel été. Et puis, on vous retrouvera avec plaisir à la rentrée pour notre webinaire de septembre. Bonne journée tout le monde, à bientôt.